Tout le monde connaît très bien Guylaine, on a déjà pu lui rendre beaucoup d'hommages. Donc un certain nombre de choses que je vais vous dire ici seront peut-être des redites, mais si je m'en étais tenu à ce qui n'a pas encore été dit, je n'aurais plus rien à dire, et donc excusez-moi par avance. Donc Madame Guylaine Joly-Blanchard a effectué l'ensemble de sa carrière, à part le tout début, à l'Université de technologie de Compiègne, où elle est arrivée en 1973 en tant qu'assistante. Et donc, de ce point de vue, vous comprenez bien qu'elle fait partie des créateurs, des personnes qui ont assisté à la création de l'UTC, qui, comme on l'a dit tout à l'heure, a été créée par décret le 2 octobre 1972. Auparavant, elle a fait un petit passage à l'université de Dijon, où elle a été également assistante, mais tout de suite après, elle est devenue assistante. Alors pour les plus jeunes assistantes, c'était le premier niveau de l'enseignement supérieur, assistant, maître de conférence, qui à l'époque-là correspondait à professeur deuxième classe, et puis professeur première classe et classe exceptionnelle. Madame Joly-Blanchard est très clairement une spécialiste de mathématiques. Alors on dirait mathématiques appliquées, mais je n'aime pas ce terme-là, donc de mathématiques qui s'intéressent à des enjeux qui ne sont pas uniquement les mathématiques pures, mais au niveau des applications de ces mathématiques. Elle est titulaire d'une maîtrise de mathématiques appliquées, ça s'appelle comme ça, de l'université de Dijon qu'elle a obtenue en 1971. Et sa thèse de troisième cycle, qu'elle a passée ensuite à Paris 6, l'a amenée à s'intéresser à un secteur important ici au sein de l'UTC, qui est le secteur des systèmes biochimiques. Et le titre de sa thèse de troisième cycle, et vous comprendrez le début de ses publications ultérieurement ici, s'appelle « Identification de paramètres cinétiques dans les systèmes biochimiques ». Et vous voyez déjà au niveau de l'interprétation du titre de cette thèse qu'il y a des problèmes d'identification de paramètres qui va être au cœur d'ailleurs de sa recherche ultérieure et au départ appliqué à des systèmes ô combien complexes qui s'appellent les systèmes biochimiques. L'activité globale de l'enseignant, chercheur, assistant, puis maître assistant avec la LAFMA à un moment donné. Alors l'AFMA pour les plus jeunes, c'est la liste d'aptitudes aux fonctions de maître assistant qui existait à l'époque, ainsi que la LAFMC, la liste d'aptitudes aux fonctions de maître de conférence, mais le poste de maître de conférence étant l'équivalent de professeur de deuxième classe aujourd'hui. Donc le dossier de Madame Joly-Blanchard est très fort en termes d'activité pédagogique, d'activité d'animation pédagogique et de construction pédagogique, mais aussi de recherche. Donc de ce point de vue, c'est un dossier tout à fait complet sur les trois missions de l'enseignant-chercheur qui sont la formation, la recherche et l'animation et la gestion et, comme on appelle par un terme que je n'aime pas, l'administration. Je vais commencer par l'activité pédagogique, les activités pédagogiques pures. Guylaine a participé pratiquement à tous les enseignements de mathématiques de l'UTC, aussi bien en tronc commun qu'en branche, qu'au niveau doctoral également, soit par l'élaboration de travaux dirigés, soit par l'écriture de cours polycopiés, soit par la création de travaux pratiques non encadrés, et enfin, il faut le citer également, c'est une originalité, par la création de cours de rattrapage pour les étudiants arrivant de l'IUT. Je voudrais également insister sur le rôle majeur qu'elle a eu à l'école doctorale, au niveau supérieur au master, école doctorale qu'elle a dirigée de septembre 2003, pendant 4 ans, à septembre 2007. Et j'ai noté dans son dossier des éléments tout à fait originaux dans cette direction d'école doctorale qu'elle a mis en place, l'animation des doctorales dans les années 2005-2006, des professoriales également, la mise en place du prix de thèse qui est désormais bien installé, qui a été mis en place en 2006-2007, et puis également dans une dimension internationale, puisque la dimension internationale, je réinsisterai après, a toujours été au cœur du projet de développement de Guylaine, avec le montage d'un projet européen Marie Curie. Alors, au niveau de l'animation des activités pédagogiques, la fonction la plus importante qu'elle a occupée est évidemment le poste de directrice à la formation et à la pédagogie.
de 2007 à 2011. Et sur ce champ-là, je crois que la production, entre guillemets, de Guylaine est tout à fait intéressante. D'ailleurs, quand elle est arrivée, la DFP avait un périmètre qui était beaucoup plus restreint, comportait plusieurs services ou entités, les admissions et orientations, l'administration des études, ce qui s'appelait les moyens d'enseignement, et la cellule master. Mais Guylaine ne s'en est pas tenue là, elle a élargi, alors je n'y vois pas une femme de pouvoir, ne tirez pas les conclusions que je ne voudrais pas tirer, mais enfin à son arrivée, la DFP a cru quand même, avec l'association de la formation continue, qui rapporte aussi directement à la présidence, avec le S3E, donc étudiant entreprise emploi, avec le SUAPS, l'activité sportive étudiante, avec le pôle apprentissage, avec la cellule d'appui pédagogique et l'observatoire du métier. Donc vous voyez que la DFP, à l'arrivée de Guylaine, a grossi, et ce sont aujourd'hui, je voudrais le dire, pour montrer l'importance de cette responsabilité de la DFP, c'est un service, l'ensemble de ces services, de ces entités, de plus de 60 personnes qui travaillent actuellement dans ces différentes équipes. Donc ça, c'est quelque chose de très important et je crois qu'il faut saluer les hommes et les femmes qui s'engagent dans cette responsabilité. Et aujourd'hui, Zora Cherfi-Boulanger qui a succédé à Guylaine. Alors, dans cette responsabilité, je crois que beaucoup de choses ont été faites en 4 ans par Guylaine, au niveau évidemment de l'animation transversale de la pédagogie, au niveau aussi de quelque chose qui n'est pas facile, la logistique de la formation, notamment la gestion des charges d'enseignement, qui en période de réduction budgétaire, ce n'est pas un travail, ce n'est pas un travail très facile, même sans note je vais y arriver, ce n'est pas un travail très facile, et je voudrais citer quelques chantiers qu'elle a menés. Alors on dit toujours on mesure l'action des gens au nombre de chantiers qu'ils ont menés. Mais moi je rajouterais le nombre de chantiers menés avec succès, ce qui n'est pas forcément la même chose. La réforme du tronc commun, qui a été sous sa responsabilité, avec la refonte de certaines unités de valeur de tronc commun, le renforcement de la formation par projet, le chantier qui s'est intitulé « Ingénieur contemporain », qui a été mené conjointement avec Hugues Chopelin. Et puis il avait, comme son nom l'indique, il avait comme objectif d'identifier certaines des situations complexes et exemplaires de l'ingénieur contemporain, à l'époque où elle s'intéressait, d'identifier des compétences spécifiques nouvelles et neuves de l'ingénieur contemporain, et puis proposer, le cas échéant, de nouveaux modules et de nouveaux modes de formation initiale et continue. Donc vous voyez que ce chantier est tout à fait important. Je voudrais citer, je l'ai déjà dit tout à l'heure, l'engagement de Guylaine par le biais de la formation à l'international. Avec, je citerai 2 projets, mais on pourrait être plus précis que cela. Évidemment, le projet UTSEUS avec l'Université de Shanghai, Université sino-européenne de l'Université de Shanghai, au sein duquel elle a joué un rôle exemplaire. Et je vous rappelle que ce projet continue de se développer par une nouvelle dimension au niveau de la recherche et le fameux laboratoire Complexity, mais aussi au niveau du Chili, puisque grâce à Olivier, mais également à son soutien, nous allons ouvrir en mars prochain, 2014, le conseil d'administration l'a validé en juin dernier, nous allons ouvrir une antenne de tronc commun au Chili, dans un lycée français, à Vina del Mar, dans la région de Valparaiso. Donc je ne vais pas rentrer dans le détail de tout son apport à l'international, de projets de formation à l'international qui ont été abordés avec succès et ont abouti à des résultats, par exemple, mise en adéquation du niveau des étudiants de tronc commun par rapport aux exigences de l'UTC avec UTSEUS, etc., etc. Gestion des périodes de nos étudiants à l'étranger. Voilà quelques actions dans cette responsabilité. Je voudrais également citer à son actif la création de la cellule d'appui pédagogique qui a été créée fin 2008. Et puis ce lien qui m'est cher, intégration, formation, recherche, elle a joué un rôle également au niveau de ce qu'on appelle, vous le connaissez tous, le parcours de sensibilisation à la recherche et notamment les nocturnes de la recherche qui sont de création récente puisqu'elles ont été créées en 2011 et qui visent à faire connaître à nos étudiants durant une nocturne nos laboratoires dans un cadre beaucoup plus
plus informel pour qu'ils comprennent vraiment ce qu'est un laboratoire, ce que font nos enseignants-chercheurs, mais aussi en quoi la recherche peut conduire à des métiers intéressants, pas forcément à l'université ou dans des organismes de recherche. Je citerai enfin, je ne cite que les éléments les plus significatifs, plus récemment, la création de notre cursus dont nous sommes très fiers, avec une ambition forte qui s'appelle UTech, Humanité et Technologie. Lorsque je suis arrivé ici, ce projet existait déjà, mais il avait du mal à sortir. Il y avait beaucoup de réticences, je ne vais pas citer de la part de qui. Il avait du mal à sortir et je crois que Guylaine a joué un rôle essentiel pour que la présentation de ce projet au conseil d'administration, au CEVU et au conseil scientifique soit particulièrement convaincante et que ce projet soit retenu. Et désormais, nous accueillons la deuxième promotion avec une première année où on a démarré très tardivement, on n'a eu qu'une cinquantaine de candidats, et là, la deuxième année, je crois que le facteur 10 a été obtenu. Guylaine est quelqu'un de très très jeune, puisqu'elle n'a qu'1 an et 1 jour de moins que moi-même. Ça ne se fait pas de parler de l'âge d'une dame, mais vous voyez qu'elle est jeune, 1 an, rigoureusement 1 an et 1 jour de moins que moi-même. J'en arrive aux activités de recherche, dossier qui n'est pas vide, loin de là, et son dossier fait état en termes quantitatifs de plus d'une 60aine de publications et de communications, la plupart à l'international, et rien que ce chiffre, qui est une quantité, qui est une approche quantitative, montre l'engagement permanent de Guylaine dans la recherche. Ces centres d'intérêt en matière de recherche, rappelez-vous qu'elle a une formation de mathématicienne appliquée, même si je répète, je n'aime pas ce terme-là, mais ces centres de recherche en recherche ont toujours été motivés par des applications de nature industrielle. Le terme mathématiques appliquées des mathématiques laisse entendre qu'il y a des mathématiques pures et des mathématiques appliquées. Non, il y a des mathématiques dont la finalité peut être une application, la résolution de problèmes dans un certain nombre de secteurs. Son maître à penser a été, m'a-t-on dit, Jean-Pierre Kelvenès, avec qui elle a travaillé durant de nombreuses années. Alors pour les mathématiciens dans la salle, je sais qu'ils sont nombreux, ce qu'elle a fait a porté sur la dynamique des systèmes non linéaires, toutes les problématiques de bifurcation, d'oscillation, puis sur des problématiques de commande optimale, de commande robuste, pour revenir au système dynamique non linéaire, avec des problématiques, comme je l'ai dit tout à l'heure, qu'on retrouve même dans le titre de sa thèse de 3e cycle, d'estimation et d'identifiabilité. C'est dur à dire et c'est certainement très très dur à faire également. Je voulais citer le fait, vous avez vu que sa thèse de 3e cycle concerne les systèmes biochimiques, et effectivement, à son arrivée ici, elle a commencé à travailler sur les mathématiques dans ce domaine. Et j'ai noté dans sa liste de publications que de 1975 à 83, elle a publié avec une personnalité que tout le monde connaît ici, avec Daniel Thomas. Je crois qu'il y a une dizaine d'articles publiés avec Daniel Thomas. Daniel Thomas n'accepte pas de publier avec n'importe qui, comme on le sait ici, sur des systèmes à enzymes immobilisés, sur des questions très importantes de structuration spatio-temporelle, de couplage, de diffusion-réaction notamment, et on sait, je suis un spécialiste diffusion-réaction, on sait que ce sont des problématiques relativement complexes. Alors je veux citer quelques exemples de recherches qu'elle a fait souvent en partenariat avec des milieux industriels ou des organismes de recherche. Je voudrais citer avec EDF, des travaux sur des échangeurs de chaleur biphasiques, des problèmes d'évaporation, quand on sait que les problèmes d'évaporation sont des phénomènes complexes, quand on se retrouve dans un échangeur de chaleur avec une circulation biphasique, donc les mathématiques sont nécessaires. Avec le CNES, sur la rentrée dans l'espace d'une navette spatiale, donc ça va très très vite, vous savez qu'il y a des problèmes très complexes d'échauffement. Également dans la marine, Luc Leuillet est très content de voir cette dimension, avec les bassins des carènes de la marine, pour des études sur les bassins à houle, avec l'ONERA pour l'estimation, de nouveau le terme estimation,
de paramètres dans les systèmes biochimiques. Quand je regarde tous ces... dans les systèmes aérodynamiques, c'était pour voir si tu suivais, mais c'est le cas. Vous voyez à l'énumération de ces différents domaines d'application, il y a une constante qui m'a frappé. Quand j'ai remis la Légion d'honneur à Dominique Barthez-Bizel, j'avais trouvé qu'elle travaillait sur des globules, qu'elle avait étirés, qu'elle avait compressés dans tous les sens. Là, il y a quelque chose, c'est que tous ces systèmes sont des systèmes très complexes qui bougent beaucoup. Et donc, Guilhem aime probablement les sujets à sensations fortes, les échangeurs biphasiques, les bassins à houle, à turbulence, les systèmes de rentrée d'une navette. C'est une constante, c'est peut-être un attrait naturel qu'elle a. Globalement, elle a encadré ou co-encadré 15 thèses, et ce qui est important de voir, c'est dans l'encadrement de thèses ce que deviennent ces gens. Beaucoup, une dizaine, donc 2 tiers, ont débouché sur des postes de maître de conférences dans l'université française. Pour terminer, je dirais que personnellement, quand je suis arrivé en septembre 2011, j'ai fait un petit parcours, petite partie de parcours commun avec Guilhem, qui était à l'époque DFP et qui a fait partie donc jusqu'à la fin de son séjour DFP de mon équipe direction. Et je dois dire que j'ai beaucoup apprécié, donc c'est une femme de caractère, hein, tout le monde le sait. J'ai demandé un certain nombre d'anecdotes, j'ai trouvé que c'était une femme parfaite, parce qu'on ne m'a pas donné d'anecdotes. Donc c'est probablement une femme qui est parfaite, mais également de caractère, de grand caractère, et j'ai pu m'en rendre compte lors des réunions hebdomadaires de l'équipe de direction. Je voudrais lui rendre hommage aussi parce que depuis cette date, vous savez que nous avons créé le groupe Université de technologie de Compiègne, et Guilhem, avec 2 autres personnes de l'UTT et de l'UTBM, Alain Racine et Jacques Racine et Alain Millet, assument globalement, ils assument collectivement la fonction de délégué général du groupe Université de technologie. Et comme je l'ai souvent dit, le groupe Université de technologie marchera bien si ces commissions thématiques marchent bien et s'il y a un dispositif d'animation par des délégués généraux qui est efficace. Je sais qu'il y a une main... Alors, on dit souvent main de fer dans un gant de velours. Pour Guilhem, on avait peut-être tendance à dire une main de fer dans un gant de fer, mais enfin c'est quand même un peu exagéré. Donc voilà ce que je voulais vous dire sur son parcours. Encore ce matin, son dévouement, alors qu'elle est en retraite, son dévouement va jusqu'à soutenir des membres de mon équipe de direction qui participaient à la course, d'avoir accompagné mentalement mon directeur délégué qui était, que voilà là-bas, qui est encore tout rouge, il n'a pas encore récupéré totalement. Et c'est grâce à la mentalisation effectuée par Guilhem au niveau de Frédéric Hublot que Frédéric Hublot a pu franchir la ligne d'arrivée. Voilà, pour toutes ces raisons, Guilhem, et ton sens profond du service public, ta forte rigueur dans les chantiers, nous avons tous considéré, notamment l'équipe direction à un moment donné, que tu méritais d'être honoré au plus haut niveau par la République, et donc nous sommes tout à fait satisfaits que les autorités supérieures aient accepté notre proposition. Voilà, mesdames et messieurs, j'espère que vous êtes fiers d'une personne qui fait partie des nôtres et qui continue à s'occuper de l'UTC. Merci beaucoup. Passer à la partie la plus formelle de cette cérémonie, c'est-à-dire la remise des insignes de la Légion d'honneur, avec la formulation qui est absolument indispensable au mot près. Donc, au nom du Président de la République et en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, nous vous faisons, Madame Joly-Blanchard, chevalier de la Légion d'honneur.
merci beaucoup Alain. Et bon, j'ai dû faire un peu par moi-même, comme souvent avec Alain, parce que autrement, je pense que la médaille serait peut-être tombée. Mais un grand merci pour tout ce que tu as dit, qui est beaucoup trop. Je pense que c'est pas vraiment la vérité, mais bon, je vais essayer de donner un petit peu d'éclairage sur... Non, je ne veux pas dire que tu mens, non, 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 je te promets, mais peut-être un autre éclairage sur cette partie de ma vie qui représente 40 ans quand même à l'UTC. Donc, je vais vous donner ça en quelques phrases parce que je pense qu'il ne faut pas être trop long quand même. Et alors, tout d'abord, je voulais vous expliquer quand je suis arrivée à Compiègne. Parce que, bon, comme l'a dit Alain, j'étais à Dijon, où j'étais assistante pendant 2 ans dans un département de mathématiques où les algébristes purs étaient très agressifs envers des analystes purs. C'était des réunions très difficiles à subir et les mathématiciens impliqués étaient au nombre de 4. Donc la situation n'était pas très, très agréable. Et mon directeur de thèse de l'époque, qui s'appelle donc Jean-Pierre Carnévez, et qui travaillait déjà avec Daniel Thomas, m'a dit un jour, début juillet, « Bon écoute, moi je vais créer l'UTC à Compiègne, je pense que c'est une belle aventure. J'ai parlé de toi à Guy Denielou, je pense que tu pourrais éventuellement venir aussi. » Bon, j'ai pas hésité 2 fois. Donc il y a exactement 40 ans, un après-midi de juillet, je me suis retrouvée ici, à la Maison de l'Europe, dans une salle, bon, c'était la Maison de l'Europe, et il y avait Guy Denielou à Califourchon sur une table qui m'a accueilli, et je ne pense pas que l'entretien ait duré une demi-heure. J'ai vraiment un souvenir de quelque chose de très rapide, et il a pris tout de suite sa décision, et donc, eh bien, tout début septembre, je suis donc arrivée à Compiègne. La mairie de Compiègne avait prévu des logements pour nous accueillir, des logements tout neufs. D'ailleurs, nous avons un peu essuyé les plâtres au sens propre, mais bon, c'était finalement un début prometteur. Donc, qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Ben, nous étions tous jeunes, ben, forcément, on a un peu vieilli depuis, et on était loin de nos familles, de nos proches, et donc on a très vite noué des liens entre nous. Et la proximité de Paris, les plages d'Étretat, tout ça était très sympathique. Donc nous avons très vite créé une ambiance, on peut dire familiale, hein, au départ. Et bon, les étudiants n'étaient pas très nombreux, vous avez entendu tout à l'heure, avec le quiz, à peu près 80. L'équipe enseignante était relativement nombreuse, Guy Denielou avait déjà bien recruté. Et eh bien, il nous restait beaucoup de temps pour faire de la recherche. Je pense que les jeunes enseignants qui arrivent actuellement à l'UTC n'ont pas connu des conditions aussi agréables. Bon, les mathématiques, pour faire de la recherche en mathématiques appliquées, c'était assez simple, il nous fallait juste un centre de calcul, et très vite l'UTC a été doté d'un centre de calcul. Au niveau des financements, ben, pas de problème non plus, les grosses entreprises étaient toutes prêtes à signer des contrats importants, en plus sur des sujets vraiment intéressants qu'ils n'avaient pas le temps de traiter. Et ils nous faisaient confiance. Et je peux dire qu'à cette époque-là, les rapports de contrat étaient beaucoup plus légers, les industriels beaucoup moins exigeants. Et vraiment, je n'ai pas souvenir d'avoir eu un souci financier quelconque pour partir en mission dans un congrès à l'autre bout du monde. C'était vraiment une période, alors vous pourriez dire, oh bah évidemment elle a oublié les difficultés avec le temps, hein, forcément, 40 ans, elle enjolive. Non, je suis assez consciente de ce qui s'est passé à cette époque-là. On avait des conditions vraiment exceptionnelles. Et ça a été une très très belle période que tous ces débuts de l'UTC. Bon, après, je ne vais pas vous parler de l'évolution, vous avez eu des films, vous avez vu que l'UTC a progressé, et nous étions toujours heureux d'y travailler. J'ai jamais, le matin, eu de problème à me lever pour venir travailler à l'UTC. Ça a toujours été un plaisir. J'ai passé la majeure partie de ma vie quand même dans le laboratoire de mathématiques, et qui était très accueillant, je dois dire, et qui a toujours été prêt à innover aussi bien en recherche qu'en enseignement. Par exemple, nous avons été les premiers à créer les polycopiers interactifs, et une spécialité, je dirais, de cette équipe, c'est que ces polycopiers ne sont pas signés du nom d'une personne, mais sont signés équipe de mathématiques appliquées, ce qui veut dire que tout nouvel enseignant peut s'approprier très facilement ces polycopiers puisqu'ils ne sont pas individualisés.
Et donc, bon, ben voilà, la vie a continué. Donc, pour être quand même relativement courte, je voudrais dire quelques mots sur ma vie familiale qui finalement a été quand même associée à cette vie compiègnoise et à cette vie de travail. Et bon, les collègues féminines vont sûrement comprendre ce que je vais dire, ce que j'ai ressenti, avec 2 jeunes enfants qui avaient 14 mois d'écart à peine. J'avais une thèse d'État à finir de rédiger, un contrat industriel à finir, un enseignement à faire, un conjoint qui travaillait dans le privé et voulait faire aussi carrière. Ça a été une époque quand même très difficile et je dois des excuses à mes 2 fils aînés, Thierry qui est là et Arnaud qui est à New York et qui est en direct, à qui je fais coucou, et qui ont eu sans doute une mère pas très idéale à cette époque-là et sans doute un peu trop absente. Bon, Alexis, qui est arrivé 14 ans plus tard, a eu bénéficié d'un environnement beaucoup plus serein, malgré les responsabilités que j'ai assumées pendant toute sa jeunesse à l'UTC. Bon, il a encore que 18 ans, donc il a encore le temps. Enfin, un grand merci à Patrice, qui a été très patient et qui m'a supporté pendant toute cette période. Donc avant de conclure, je voudrais vous remercier, vous tous, directeurs, enseignants-chercheurs, ingénieurs, techniciens, assistants, étudiants, avec qui j'ai beaucoup partagé et qui m'ont accompagné dans les projets que nous avons montés ensemble. C'est en votre nom à tous que je reçois cette décoration aujourd'hui et je remercie beaucoup Alain d'avoir accepté de me la remettre. Merci.